Bonjour Fabrice. Salut Fanny. Ça va ? Oui, et toi ? Ouais, ça va. Comment tu te sens ? Là, en fait, je savais pas trop de quoi tu voulais parler. Et comme tu m'as dit que tu savais pas non plus de quoi tu voulais parler, je sens qu'il y a une appréhension, tu vois, de OK, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est marrant. À voir venir. Cette appréhension qui est au final, parce que rien n'est sous contrôle. Oui. Et à la fois, on va laisser ton cœur prendre le contrôle, ce qui est quand même quelque chose que tu fais de manière assez naturelle, je dirais, à minima pour les autres. Mais oui, c'est-à-dire que je suis plutôt à ta place d'habitude. Exactement. Et c'est vachement plus simple. Alors, il y a des gens qui me disent que c'est vachement compliqué pour eux, mais pour moi, c'est très évident de le faire. Surtout que je le fais depuis très longtemps, donc maintenant, je sais faire. Mais ça me renvoie aussi à parfois ma peur de prendre la parole en mon nom, tu vois. C'est un truc que je fais pas beaucoup, en fait. Pour plein de raisons qui me sont personnelles, professionnelles, etc. Tout à fait. Ou, tu sais, je préfère tourner la caméra vers l'autre plutôt que de la tourner vers moi, donc c'est jamais très évident. Et en fait, je savais même pas de quoi on allait parler, c'est juste, on avait passé un super moment quand on a fait Histoire de Daron ensemble, et je m'étais dit, bon, let's go, allons voir. Et en fait, en vrai, je reçois beaucoup de demandes pour venir dans des podcasts, dans des interviews et tout, et souvent je réponds pas, ou je dis non merci, ou ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Mais parce que aussi, tu vois, je pars du principe que quand on fait le métier que je fais, on peut très vite se transformer en interviewé, alors qu'en fait, moi, je veux pas trop passer de temps à être là où je suis actuellement, et plutôt à être à ta place, tu vois, c'est plutôt ce que je souhaite faire dans la vie, quoi, tu vois. Et tu peux pas faire les deux, je crois. C'est assez difficile de réussir à faire les deux et à répartir correctement ton temps entre les deux. C'est intéressant que tu dises qu'on ne puisse pas faire les deux, donc je vais déjà revenir en premier. Je suis honorée que tu aies dit oui, vraiment. Merci. Ça me touche. Et est-ce que tu as une bribe de réponse de pourquoi tu as dit oui là, en fait ? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui t'a appelé ? Est-ce que c'est juste le bon moment ou est-ce qu'il y a autre chose ? Pour moi, je me suis même pas posé de questions. C'est-à-dire juste, je me suis dit, il y a Fanny qui me propose ça. La fois passée, on avait effectivement passé un chouette moment. Tu t'étais livré à moi. Je me suis dit, il y a aucune raison que je lui dise non, quoi. Tu vois. Ouais. Ok. Merci. Ouais. Maintenant, je me retrouve bien couillon, pris au dépourvu. Mais ça, c'est pas grave. C'est marrant. Non, l'idée, c'est vraiment qu'on passe un bon moment tous les deux. Et comme je te disais, hyper vrai, hyper spontané. C'est vraiment le principe. Et ce que tu disais, c'est intéressant, tu vois, de comment est-ce que c'est possible de faire les deux, tu vois, à la fois d'être interviewé et d'interviewer. Je crois qu'en fait, je m'y exerce à faire ça, tu vois. Autant de donner mon temps à transmettre des choses et autant passer du temps à écouter les autres tout en ayant en fait un regard par rapport à ce que j'entends, ce qui est dit et ce qui est pas dit. Ouais. Oui, parce qu'un intervieweur, c'est pas juste quelqu'un qui pose des questions de façon random, quoi. C'est clair. D'ailleurs, t'as lancé une formation, je crois que j'ai vu passer. Oui. Justement, par rapport à c'est combien d'années, toi, de ce métier d'intervieweur, si on peut dire. Ça fait 15 ans que je fais des interviews et j'en fais très régulièrement. Et là, en plus, depuis 3 ans que je fais que des podcasts, j'en ai fait, mais je sais pas en fait combien j'en ai fait depuis 3 ans. T'as pas compté ? Au total, alors à un moment donné, j'avais compté, je m'étais dit ok, j'ai fait plus de 1000 interviews, mais en fait, j'avais même pas compté, tu vois, tous les street style que j'ai fait en vidéo à un moment donné chez Mademoiselle, ou ça aussi, en fait, c'est des interviews, même si c'est pas vraiment des interviews comme on est là. Ouais. Non, si je compte en plus les street style, je crois qu'on doit être à 1500, quoi, tu vois, j'en ai fait beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Tiens, il y a un truc qui me touche énormément chez toi, c'est ta capacité à te montrer vulnérable, et je sais à quel point c'est difficile. Alors, j'ai envie de dire, pour un homme, moi-même, c'est difficile de me montrer vulnérable. Je le fais parce que je pense que c'est aussi important de le montrer. Mais tu vois, en étant femme, je me dis, ouais, mais Fanny, quand tu le montres, c'est un peu facile. Enfin, limite, t'es attendue sur la vulnérabilité plus que sur de la force. Chez un homme, je trouve que c'est moins attendu. Et ça me touche toujours quand je te vois, tu sais, les yeux larmoyants et tout sur les stories. Oui, et parfois je mets. Ouais, et je trouve ça important de le faire. Parce que tu sais, tu peux l'écrire
Mais un visuel, enfin, ça te prend, quoi. Tu vois, tu te dis, le gars, il est pas fake du tout, quoi. Il vit son truc. Même si on n'en doute pas, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un visuel et de se dire, il est vrai. Oh, moi aussi, j'ai le droit. Tu vois, comme une sorte de... Toi, tu t'y autorises, mais en le faisant, tu permets à des personnes de s'autoriser. Merci la thérapie, hein. Clairement, c'est que... En fait, je crois que la première fois que j'ai posté une photo où j'étais en train de pleurer, en fait, à chaque fois que je poste une photo, j'allais dire même, à chaque fois que je poste une photo où je suis en train de pleurer, et j'en ai pas posté beaucoup, mais juste de temps en temps, je trouve ça cool, quand ça me vient et que je trouve ça... C'est naturel, sans aligné, pathos, oui, bien sûr. Bah, ouais. Je perds 150 abonnés, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de gens qui s'en vont. Mais après, je comprends, c'est-à-dire que peut-être t'es dans tes transports, t'es dans ton métro, t'es au boulot, t'as pas envie de voir un zozo qui est en train de pleurer. Et en fait, s'il y a des mecs qui nous écoutent, j'ai juste envie de leur dire, moi, c'est une vraie thérapie de me prendre en fait, je me prends en photo à chaque fois que je pleure. Okay. Ça fait des années que je me prends en photo à chaque fois que je pleure. T'en as beaucoup de ces photos-là ? Ouais. Et plus ça va, plus j'en ai en plus, c'est-à-dire que il y a un peu la vanne qui s'ouvre et qui en fait qui fait que désormais je suis touché beaucoup plus facilement et je sais que en tant que petit mec, on nous apprend pas à pleurer. Je crois qu'en plus j'ai eu des parents qui m'ont un peu interdit de pleurer, tu vois, et en fait c'était d'autant plus simple que j'étais un mec. On en parlait avec ma fille, on a fait un épisode d'Histoire de Daron là, justement, où on parlait de ça, et en fait elle m'a fait un putain de compliment au micro. Elle me disait qu'elle était heureuse que dans notre relation j'ai mis en place une sorte de safe space, où elle dit pas ça, mais en gros un endroit où elle peut s'exprimer et pleurer et que c'est pas un problème, parce que en fait quand elle était petite c'était pas le cas du tout, et que j'ai été ce père qui lui disait en fait pleure pas, pour une raison simple qui était en fait je n'arrive pas à gérer. Je sais pas gérer, mais c'est souvent gérer ça, tes propres en fait. larmes. Bien sûr. Donc s'il te plaît ne pleure pas. J'étais agacé, je trouvais que ça criait trop fort. Enfin, tu vois, il y avait tous les signaux qui m'emmerdaient en fait et que je voulais pas gérer. Là où aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à accueillir ses larmes et tu vois, parfois, elle a des crises d'angoisse à l'école, au lycée. Elle a quel âge ? Elle a 16 ans. Elle va avoir 17 là. Et en fait, elle m'appelle. Tu vois, et elle est en train de chialer au téléphone et tout, et tu vois, à chaque fois je suis hyper chill, je suis là, oh bah ma grande, qu'est-ce qu'il y a ? En plus c'est cool parce qu'elle est bien entourée, tu vois. C'est déculpabilisant parce que c'est presque un état de fait, enfin genre c'est ok, c'est normal en fait de pleurer, quoi. Ouais. Et en fait je sais que c'est un peu plus compliqué du côté de sa mère, et que c'est en fait ça fait partie des trucs qu'elles vont avoir à régler, tu vois, dans les années à venir, qui est je crois que elle la challenge beaucoup, sa mère, sur ce sujet-là. Et ça va être intéressant pour les deux, pour leur relation, tu vois, de voir un petit peu comment ça évolue entre elles. En fait, je me suis rendu compte que c'était génial de pleurer, et de se laisser toucher, et de se laisser envahir, de se laisser parfois submerger par les émotions, parce que ça te rend vivant, en fait. Et que avant ça, même si au départ, franchement, c'est pas agréable parce que c'est vraiment très perturbant, que forcément je suis un mec, je suis né fin des années 70, donc j'ai grandi avec ce truc de t'es un bonhomme, faut pas pleurer, etc. Là où je vois qu'aujourd'hui, il y a des parents qui laissent leurs petits garçons pleurer beaucoup plus facilement, etc. Donc il y a vraiment un truc qui a évolué là-dessus. Mais moi, c'était pas le cas. Et en fait, j'ai toujours un peu ce truc de faire en sorte de devenir le monde et de l'incarner, tu vois, d'incarner le changement que tu as envie de voir dans le monde. Donc je crois que la première fois que j'ai posté une photo, c'est quand je me suis fait laminer la gueule par un épisode de Queer Eye, le tout premier épisode de Queer Eye, qui m'a vraiment renvoyé dans mes... très très loin, vraiment. Et je crois 1 an et demi après le début de la thérapie, tu vois, où vraiment je me suis laissé happer par ce truc et je m'y attendais pas du tout, et je me suis laissé surprendre. Enfin, tu vois, vraiment, il y a eu ce truc qu'aujourd'hui je vis
pas au quotidien mais presque, c'est-à-dire mais dès qu'il y a un truc que je peux regarder, que je peux lire, qui me touche, je me laisse franchement, c'est le pont-levis est baissé, vous pouvez y aller, quoi. Tu vois, vraiment, il y a aucun problème. Et autant seul que devant témoins, ça, il y a pas de souci. Ah oui, ouais. Non, vraiment. Ça, c'est ça qui est beau aussi, parce que pleurer seul dans son coin. Enfin, moi, je connais pas mal de sportifs. Ils me disaient, mais nous, dans les vestiaires, on pouvait pas pleurer. On allait s'enfermer dans les toilettes et on allait pleurer parce qu'on n'avait pas le droit de pleurer. C'était une faiblesse. Et c'est une chose, tu vois, de pleurer seul quand personne ne regarde, et c'en est une autre de pleurer devant une personne, parce que la confiance et la notion de sécurité, tu vois, que tu mets entre les mains de la personne, en premier, c'est celle-ci. Et ensuite, après, j'imagine que c'est plus la confiance en toi et la sécurité à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que vous en pensez ce que vous voulez. Ça vous renvoie c'est votre problème à vous. Voilà, exactement. Et tu vois, j'ai vu il y a quelques années un docu qui s'appelle The Work, qui est pas trop dispo en France, qui raconte, qui suit 4 civils qui vont dans des groupes de parole d'hommes dans une prison de sécurité maximum aux États-Unis. Donc autant dire que les mecs, ils ont un parcours de vie où c'est des braquages, des kidnappings, il y en a qui ont tué, etc. Enfin, c'est vraiment des mecs qui se sont fait flinguer par la violence masculine, la violence patriarcale, la violence, et qui ont que ça à foutre de réfléchir à leurs méfaits, à ce qu'ils ont pu faire et à leur vie, quoi. Et en gros, il y a des parcours, il y a des cercles qui sont organisés où t'as des civils qui viennent, et t'as des prisonniers qui participent à ces groupes, parfois pour la première fois, parfois qui sont là depuis très longtemps. T'as des mecs, c'est vraiment c'est impressionnant à voir. Et la fois où il y a le premier civil qui pleure, t'as un des gars qui est vraiment une sorte tatoué. Enfin, tu prends tout le cliché du gangster américain, tu l'as, quoi, du biker en plus, et qui lui dit non, te cache pas, genre, parce que le mec met tout de suite sa main dans sa tête et tout. Il dit non, te cache pas, redresse le torse, pleure, laisse tes larmes couler sur tes joues, regarde les gens en face de toi, genre assume que t'es en train de pleurer. Et c'est cool, ça m'avait flingué sur le moment, et en fait aujourd'hui je me cache plus la pour puissance pleurer. de ça, de ce que tu viens de dire. Waouh. Et donc tu vois, ça m'arrive parfois de poster des stories parce que je regarde Ted Lasso et que cette série me prend aux tripes, elle appuie sur tous mes boutons, vraiment, et c'est écrit à merveille. Enfin, j'ai l'impression et ça parle beaucoup de masculinité, ça parle beaucoup de rapport aux émotions chez les mecs, etc. Alors à la base, ça parle de football, mais en fait, peu importe. Au contraire, je trouve ça génial d'avoir pris le football comme prétexte pour venir parler d'émotions. Le foot, ça touche tellement de gens, ça parle un peu à tout le monde, et du coup d'aller passer des messages. C'est un peu un cheval de Troie, quoi, tu vois. Exactement. Et depuis le milieu de la saison 1, cette série, à chaque épisode, mais ça ne manque pas, ça me fait pleurer. Il y a sur un truc, vraiment, c'est très varié en plus, tu vois, c'est pas à chaque fois le même truc et tout. Je pleure. Et c'est drôle parce que, en fait, à une période, ça sortait le mercredi, et tous les mercredis, je prenais le TGV. Et je me disais, bah ok, je vais regarder dans le TGV. La première fois que j'ai regardé dans le TGV, je me suis mis à pleurer devant. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est vraiment chiant. T'es en face de toi, t'es dans un carré, tu sais, dans les trains et tout. Tout à fait. Et en fait, à la fin, j'en avais strictement rien à foutre. Là, tu vois, j'ai pris le TGV il y a pas très longtemps et je me suis mis à regarder Ted Lasso. Bien sûr, j'ai pleuré. En fait, rien à péter. J'étais juste en train de chialer mes grands. En plus, ça me fait pas sortir une larme. Ça vient m'appuyer sur des boutons qui me font vraiment sortir toutes les larmes. Et en fait, je le laisse, quoi. Et ça fait tellement du bien. Et ouais, en fait, les gens, ils me regardent bizarre et tout. J'en ai même rien à foutre, quoi. Non, mais c'est clair. C'est leur souci. C'est clair. Et tu dirais que c'est quoi est-ce qu'il y a eu un élément, tu vois, un élément déclencheur qui a fait que t'es passé... Parce que du coup, c'est pas d'être devenu père, puisque tu me disais que ta fille aînée, notamment, elle t'avait connu où t'étais plus dur et on doit pas montrer les émotions, etc. Est-ce qu'il y a un élément ou une période ou quelque chose qui a fait que tu t'es reconnecté à ce que tu es? Parce que moi, je pense que c'est que tu te reconnectes en fait à ta sensibilité. Et tu vois, les 2 naissances de mes filles, j'étais en plein dedans, quoi. J'ai pleuré, mais comme j'ai jamais pleuré.
Et surtout la première, parce que j'étais vraiment surpris, c'est-à-dire que, tu vois, je m'étais vraiment préparé. C'est-à-dire que j'avais suivi toutes les préparations à l'accouchement. T'avais tout bien contrôlé. Hein. Voilà, tout le contrôle dans la tête, c'était ok et tout. Ouais. Mais je ne m'attendais pas, alors déjà à souffrir par procuration comme j'ai souffert en voyant ma femme souffrir. C'était vraiment trop dur pour moi. Et ça, je m'y attendais pas. Vraiment, j'étais pas prêt. Et en fait, quand ma fille est née, déjà, on savait pas que c'était une fille, donc on connaissait pas, on savait pas le genre, le sexe de notre enfant. Donc il y avait aussi cet élément de surprise là. Je ne sais même plus en fait. C'est juste, j'ai pleuré pendant des heures. Et tu vois, même là d'en reparler, ça me remonte. Alors que ça fait 16 ans, quoi, bientôt 17. Je suis rentré chez moi. Parce qu'il n'y avait pas de lit, tu sais, dans l'hôpital et tout. Je suis rentré chez moi, je sais pas, il était minuit, 1h. J'ai repleuré tout seul. Tellement j'étais submergé par l'émotion. Enfin, vraiment, tu vois, ça me remonte là. C'est un miracle de vie. Ça doit être. Enfin, j'ai pas d'enfant, mais ça doit être tellement incroyable de vivre ça. Et à la fois, ça te permettait de sortir tes larmes avec un prétexte qui était incroyable. Peut-être aussi. Et tu vois, il y a eu aussi ce truc où, je sais pas, j'étais tellement dans un état second que je me suis vu relié à mes ancêtres. Enfin, vraiment, j'ai eu des flashs. Ah ouais. Chelou que j'avais que j'ai réexpérimenté plus tard dans, tu vois, des moments de méditation, où tu sens qu'il y a des trucs, t'as des flashs qui te viennent. Mais là, c'était vraiment la première fois. Après, le vrai déclencheur, ça a été la thérapie en fait, où je me suis retrouvé en thérapie fin 2016, où tout le travail avec la psy, ça a été de me reconnecter à mes émotions. Parce qu'elle m'a dit, en fait, tu t'as fait en sorte toute ta vie de construire une superbe digue pour pas faire en sorte que ça déborde. En fait, toute ta life, t'as passé ton temps à calfeutrer et à boucher les petits trous parce qu'en fait, les émotions sortaient et tout, et t'avais besoin de juste faire en sorte que ça sorte le moins possible. Et en fait, là, tu viens de te prendre un tsunami en pleine gueule et ta digue, elle a sauté et t'es incapable de comprendre ce qui se passe. Donc ça a été énormément de travail sur de méditation, et en fait moins de méditation plus que de prendre conscience des choses, parce que la méditation aide à ça. Vraiment, mais en fait, je sais aussi que on a tendance dans les médias et tout à raconter plein de bullshit sur la méditation. En fait, vous pouvez être dans un moment de méditation et de conscience en faisant n'importe quoi, Bien en sûr. mangeant, si vous faites du macramé, que vous adorez ça, que vous êtes dedans, en fait, ça aussi, c'est un moment de méditation. Ma fille, là, elle adore faire des trucs avec des perles, là où tu sais, elle a des petites perles, ça l'oblige à se concentrer, etc. En fait, ça aussi, elle est dedans. Ouais. Moi, ce que j'adore faire, c'est marcher dans les rues de Paris et regarder les immeubles, le haut des immeubles. Et ça, typiquement, je suis vraiment dedans, et en fait vraiment de se reconnecter à ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, et petit à petit, mais ça a pris du temps, hein, ça a pris des années, petit à petit à ouvrir de plus en plus, et après j'ai eu la chance de faire un stage l'été dernier sur le rapport à l'amour de soi, qui a ouvert encore plus grand la vanne. L'amour de soi, l'amour de l'autre, etc., qui a ouvert la vanne et qui continue à l'ouvrir, en fait. C'est-à-dire que vraiment, j'ai la sensation, tu sais, que c'est une écluse, tu vois, le truc, et que en fait, plus ça allait, plus c'était rouillé, tu sais, d'ouvrir, et plus ça va, plus c'est fluide aujourd'hui, et qu'en fait, je peux ouvrir, je peux refermer, et en fait, c'est beaucoup plus fluide. Il y a des moments où je ferme total, parce qu'en fait, c'est pas le moment, et qu'il faut pas forcément se laisser toucher à ce moment-là, parce qu'en fait, il faut être bon, il faut être dans le truc, tu vois, et notamment quand je fais des interviews, tu vois, parfois, c'est que c'est dur aussi, où je peux me retrouver happé dans les émotions, et ça m'est arrivé il y a quelques mois, tu vois, où le mec était en train de me raconter une histoire, et qu'en fait j'étais juste en train de me laisser aspirer par son récit, et j'étais plus bon, c'est-à-dire que juste j'étais pas du tout à ma place d'intervieweur, où tu peux très bien te laisser toucher par ce que la personne te raconte et connecter avec lui, mais là moi j'étais juste
en train d'être c'était trop d'empathie, c'est-à-dire que juste j'étais plus fonctionnel en tant qu'intervieweur, tu vois. Alors j'ai pas pleuré, etc., mais juste j'étais plus dans le truc. Ouais, je comprends. Donc tu vois, j'arrive aujourd'hui à retrouver un peu une forme de flexibilité par rapport à ça et de me laisser toucher quand il faut, de moi me laisser toucher quand il faut moins, et surtout de me sentir ouvrir, en fait, tu vois, c'est-à-dire que vraiment pour moi, tu vois, par exemple dans l'épisode de Ted Lasso de la semaine passée là, j'étais en train de faire autre chose en regardant, et je sentais que j'étais pas dedans, et en même temps je sentais que j'étais peut-être en train de répondre à des messages pour pas me laisser toucher par ce qui était en train de se passer, quoi. Petite stratégie de diversion de base. Bien sûr. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, je vais pas revenir en arrière. Exactement. Et j'ai exactement fait ça, c'est-à-dire que juste je me suis dit, ok, t'es peut-être en train de passer à côté d'un truc, fais pause, arrête ou dis à la personne avec qui t'es en train de parler, ok, je te fais signe quand j'ai terminé, je suis en train de terminer un truc, et reviens un peu en arrière et laisse-toi y aller, quoi. Et en fait, il y a une scène fabuleuse où il a une discussion avec sa mère qui m'a flingué, quoi, tu vois, vraiment, et quand j'y flingué dans le bon sens du terme, c'est juste, c'est venu toucher sur un truc fascinant sur le rapport à la mère qui m'a fait un bien fou. Et donc, tu vois, ouais, typiquement, aujourd'hui, je suis en train j'arrive à un stade où je suis capable de voir les trucs que mon cerveau peut faire pour faire en sorte de pas y aller, quoi, tu vois. Bon, et je dis ça, mais si ça tombe dans 3 ans, j'aurai encore avancé, et tu auras encore avancé, c'est sûr et certain, quoi. C'est sûr. On est vraiment sur on en parlait juste avant en off, mais sur un mécanisme, en tout cas, on se dépouille de plein de choses, on va de plus en plus profond au fur et à mesure aussi de notre readytude. Est-ce qu'on est prêt, en fait? Parce exactement. Que clairement, je pense qu'il y a un choix, il y a une volonté de je suis prêt, tu vois. Tu disais, t'as entamé cette thérapie il y a un peu plus de 6 ans, du coup. À ce moment-là, tu te sentais prêt. C'était le moment. Oui. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que on sait tous que de toute façon, on a des casseroles et qu'on se les traîne et il n'y a pas de souci, tu vois. C'est beau, moi je trouve ça beau parce que c'est de la matière à brûler et c'est ce qui nous permet de partir un peu en bas pour remonter, donc c'est chouette. Mais il y a vraiment ce moment où est-ce que je suis prêt? Parce que sinon ça marche pas. J'ai vu beaucoup de gens aller voir des psys ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas vraiment leur volonté propre. Oui, ils y vont parce et qu'ils mettre en disent... place, ils mettent en place des petits stratagèmes et au final, ça fait le job un petit peu, disons qu'ils sont prêts à ce niveau-là, donc ils reçoivent ce niveau-là. Mais je pense que quand on se fait accompagner, il faut vraiment être prêt. Et ce qui est intéressant dans ce que tu m'as partagé, ce que j'entends à la fois, tu sais, le côté, il y avait beaucoup d'émotions qui ne filtraient pas. Ensuite, il y en a eu beaucoup qu'on filtrait. Et là, comme une sorte de, tu vois, tu places ta jauge pour savoir quand est-ce que c'est safe aussi d'ouvrir. Et quand est-ce que c'est aussi la juste posture d'ouvrir. Parce qu'il y a aussi une question de juste posture. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. T'aurais, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux hommes qui nous écoutent, même aux femmes, mais on s'adresse principalement aux hommes qui nous écoutent pour justement s'autoriser à ouvrir la vanne, parce que tu vois, je trouve que c'est le premier pas le plus difficile. On s'en fait peut-être un monde aussi. Non, mais je me remets dans le mec que j'étais peut-être il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Et en fait, ça me cassait les couilles, les mecs qui donnaient et en fait, je les voyais comme des... Tu voyais comme des donneurs de leçons, déjà. Et je les voyais comme des mecs qui disaient non mais moi j'ai compris et toi t'as pas compris. Ouais, je les voyais comme des mecs ultra chépères qui étaient incapables de me parler, tu vois. Donc j'ai juste envie de leur dire je comprends si tout ce que je vous raconte vous parle pas. Et non seulement je comprends, mais en plus je comprends pourquoi, parce que j'étais là. Et c'est pas pour dire que je me sens au-dessus ou je sais pas quoi, c'est juste je peux vous dire aujourd'hui que la vie que je vis aujourd'hui, où je me laisse toucher par les émotions, où je pleure quand il y a un truc qui me fait pleurer, peu importe qui est devant moi, ça me dérange pas, est 1000 fois plus riche dans ce qui se passe à l'intérieur de moi qu'avant. Et que, en fait, l'autre truc qui a été un élément déclencheur dans ma nouvelle vie, etc., c'est mon pote est mort, qui était à la fois mon pote, mon associé, mon meilleur ami, qui était aussi mon mentor, qui était aussi une figure paternelle. Le mec avait 15 ans de plus que moi. Il est mort
en l'espace d'un déjeuner, il avait crise cardiaque pendant le déj. On avait je croyais que tu en avais parlé, mais on a eu une conversation, lui et moi, au téléphone. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, mais j'ai un déj, on se rappelle après, on termine cette discussion. On n'a jamais terminé cette discussion. Et en fait, ça remet les pendules à l'heure et ça te fait juste te dire, ok, la vie est courte. Et en fait, je sais, moi, aujourd'hui, que ce que je m'autorise à vivre en pleurant devant Ted Lasso, ou en pleurant devant mes filles, ou en laissant mes filles pleurer comme elles souhaitent pleurer, ou je sais pas, en fait, peu importe, en m'ouvrant aussi à l'amour de quelqu'un qui souhaite m'aimer, qui veut m'aimer, c'est d'autant plus riche que la vie peut s'arrêter comme ça, quoi. Ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, d'une heure sur l'autre et d'une minute à l'autre. C'est quoi la vie que vous avez envie de mener, en fait? C'est quoi la vie que vous avez envie de vivre? Parce qu'on en a qu'une, et que, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, et que, en fait, ce temps-là est limité. Et je crois vraiment que ça m'a fait prendre conscience de ça, tu vois, qui est, ok, en fait, c'est quoi aujourd'hui les trucs qui me gonflent et que j'ai plus envie de vivre, ou c'est quoi les trucs que je m'empêche de vivre aussi? Oui. Et en fait, c'est peut-être ça le truc que j'ai envie de dire aux gars, c'est quoi les trucs que vous vous empêchez de vivre? Et au nom de quoi? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que vous le faites? Et est-ce que le masque que vous portez pour faire en sorte de ne pas les vivre est si utile que ça? C'est vraiment des bonnes questions à se poser. Vraiment. Parce que, en fait, le patriarcat flingue les meufs, mais le patriarcat flingue aussi les mecs. Alors, les meufs sont beaucoup plus flinguées par le patriarcat que les mecs. Mais ça n'empêche pas que, en fait, les mecs... Bien sûr, il y a des conséquences. Les mecs souffrent. Et tu vois, je suis dans un cercle de mecs qu'on a monté il y a quelques mois auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. Et c'est vraiment génial de voir quand la parole entre mecs se libère. Et par exemple, c'est quoi les discussions que vous vous empêchez d'avoir avec vos amis? Voilà. Et encore une fois, je veux pas, si je passe pour un donneur de leçons, désolé, c'est pas du tout mon objectif. Non, mais c'est un partage plus d'expérience là que tu nous partages. Je ne veux pas être dans cette posture, tu vois, de mec qui va vous expliquer comment faire pour mieux aimer, etc. C'est pas du tout ça le truc. C'est vraiment, je viens de là et je crois que vraiment pendant 40 ans, je me suis empêché de vivre pleinement les émotions que j'étais en train de vivre. J'étais un petit garçon qui était plein d'émotions et je m'en souviens très bien. Et en fait, je me souviens très bien que mes parents ont tout fait pour que ça sorte le moins possible et je leur en veux même pas. C'est juste... ils avaient pas les codes. Je comprends dans leur vie, franchement. Et je me souviens très bien qu'il y avait plein de trucs que je trouvais pas normal. Tu vois, j'étais ce petit garçon qui pleurait devant des films et en fait qui se cachait derrière le canapé pour... tu vois, j'avais trouvé une place entre le canapé et le mur pour me cacher quand je pleurais, en fait, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je regrette. Pas, je regrette. Je suis tellement triste par rapport au petit moi, tu vois, qui avait 5-6 ans et qui était en train de pleurer quand il vivait un truc dur dans un film et tout, que j'ai juste envie de dire à tous les gars, mais en fait, faites-le, quoi, tu vois, c'est pas grave. Et les petits garçons qui s'empêchent de le faire aujourd'hui, j'ai juste envie d'accueillir ça, tu vois, aujourd'hui, des petits garçons qui sont autour de moi, j'ai juste envie de leur dire, non mais t'inquiète, et en fait de pleurer, si j'ai envie de pleurer, quand ils sont avec moi, ils me regardent avec des gros yeux en disant, qu'est-ce qu'il est en train de foutre le gars? Je suis là, t'inquiète, c'est cool, je suis en train de pleurer, c'est trop bien. Ouais, et comme les enfants de toute façon font ce que nous on fait et pas ce qu'on leur dit de faire, en faisant le contraire, c'est lead by example. Ce qui me vient, et je me trompe peut-être complètement, mais ce qui là m'est venu, c'est finalement, est-ce que jusqu'à ce que toi tu te reconnectes vraiment à ton identité, est-ce que finalement pas ton subterfuge, mais en tout cas ton mécanisme pour quand même vivre des émotions sans les ressentir directement, c'était pas d'être au contact avec des femmes? Ça me fait me dire ça parce que t'as bossé chez Mademoiselle, j'imagine qu'il y avait beaucoup de femmes. T'as eu 2 filles, parce qu'il n'y a pas de hasard non plus, tu vois. Et je me dis, est-ce que par procuration, d'une certaine manière, la présence féminine te permettait d'accéder à ces émotions, à ce monde assez profond, sans forcément les vivre dans le sens ressentir? Il y a plein de choses du fait que je me suis plutôt
je suis plutôt allé vers des femmes en fait et que l'univers féminin m'a toujours plus ou moins intéressé. Le premier truc, c'était le rejet de la violence des hommes, parce que j'ai été harcelé quand j'étais au collège et que en fait par ma bande de potes en plus, tu vois, donc c'était dur. Chaud. Ouais. Et tu vois, j'ai un podcast Histoire de mecs là où je reçois des mecs et il y a pas mal de mecs qui m'ont dit que ils avaient eux-mêmes été victimes de la violence des hommes, quoi, tu vois. Parce que dès qu'il y a trop de féminin dans un homme, le masculin a plutôt tendance à vouloir l'écrabouiller, quoi. Bien sûr. Parce que ça le met mal face à son propre déséquilibre. Oui. Donc, vaut mieux faire taire ça. Il vaut mieux pas trop qu'il y ait dangereux, trop de féminin dans le monde patriarcal. Et quand je dis féminin, c'est vraiment avec plein de guillemets. C'est bien sûr l'énergie. On va peut-être parler d'énergie féminine. Et d'énergie. J'avais des émotions. J'étais un gamin émotif, etc. Je pouvais pleurer même devant mes copains. Et en fait, ils détestaient ça et il valait mieux me faire taire, quoi. Donc déjà, il y a ce truc-là. Globalement, j'avais, tu vois, une bande de potes dans mon équipe de basket. Et je m'entendais super bien avec eux, mais il y avait aussi un truc que ça nourrissait pas, tu vois, avec ces potes-là, où c'était plus compliqué de parler avec eux. Et effectivement, en fait, assez rapidement, j'ai découvert l'univers féminin, notamment chez Pimki, où j'ai bossé avant de lancer Mademoiselle. Et en fait, j'ai adoré la variété de sujets qu'il pouvait y avoir. J'ai adoré qu'il y avait une forme de... en fait, globalement, c'était un truc qui me correspondait beaucoup mieux, tu vois, tout en... Je n'avais pas l'impression non plus d'être une meuf quand je faisais ça, tu vois, à l'époque, etc. Et donc, petit à petit, en fait... mais ouais, t'as sans doute raison, il y avait sans doute un truc où c'était plus simple de parler avec elle, etc. Aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'il y avait un truc d'ego aussi un peu mal placé, qui était une forme de vouloir sauver les femmes en mode chevalier blanc, etc. Et quand j'ai creusé encore un peu plus, il y avait aussi la volonté de sauver ma propre mère, de sauver mes filles d'abord, parce que j'ai eu des filles quasiment en même temps que la création de Mademoiselle, et je me suis rendu compte à quel point leur genre, on les ramenait à leur genre, mais vraiment quelques semaines, en fait, c'était horrible, et je comprenais pas pourquoi. Donc d'abord de sauver mes filles, puis après de sauver ma mère de sa propre mère qui était violente avec elle. Donc bon, après quand tu creuses, tu te dis ok, il y avait un truc aussi d'ego qui était peut-être mal aligné. Mais ouais, voilà, c'était un peu un mix de tout ça, en fait. Ça t'a mis en mouvement, en fait, dans tous les cas, parce que ce qui est le plus dur, je crois, c'est que quand on monte en niveau de conscience et qu'on regarde en arrière, c'est pour ça que tout à l'heure tu disais je regrette. Ah non, en fait, je regrette pas vraiment, mais forcément, quand on regarde en arrière, on se dit j'aurais pu faire différemment, etc. Mais avec le niveau de conscience de l'époque, t'as juste fait de ton mieux avec ce que tu pouvais, tu vois. Ouais, c'est plutôt de la compassion et de la gratitude, tu vois, envers le petit Fab. Ouais, j'adore. Aujourd'hui, tu dirais qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui sont autour de toi, globalement, pas forcément dans ton cercle privé ou quoi, mais globalement, est-ce que tu as rééquilibré ça, justement, homme-femme ? Non. Et c'est dur à faire. Ouais. Et tu vois, l'idée de se retrouver dans ce cercle d'hommes fait partie de ce mouvement où j'ai envie de remettre des hommes autour de moi. Où tu vois, par exemple, j'ai jamais vraiment réussi à retrouver une bande de potes avec qui jouer au basket. Tu vois, c'est un truc qui est compliqué. Et tu vois, j'ai un filleul avec qui j'essaie de créer un lien, mais c'est compliqué aussi. Donc j'essaie de travailler comme ça. Et en fait, c'était marrant parce que le fait d'avoir lancé Histoire de Daron à l'époque où j'étais encore chez Mademoiselle, il y avait aussi ce truc, tu vois, de vouloir recréer des liens avec des hommes et de pouvoir peut-être aider les hommes à s'ouvrir un peu plus, quoi, tu vois. Ouais, ça me parle forcément parce que moi, tu sais, j'ai commencé par plus les femmes, en montant les exploratrices, communauté féminine. Je guérissais la relation à moi, la relation à ma mère, la propre relation de ma mère à elle-même et à sa mère, ma relation aux autres femmes. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais il y a quoi pour les hommes, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, je les ai toujours eu dans ma vie, donc j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'hommes autour de moi. Mais je me disais, mais on fait quoi ? En fait, on fait quoi concrètement pour tendre la main et pour octroyer à ces personnes, à ces humains, pour moi, c'est vraiment des humains, des espaces de parole. Et je trouve ça incroyable, les cercles de parole entre hommes. Il y en a pas beaucoup, mais au moins,
C'est en train de se développer. Ça se crée. Ça se crée. Et les mecs n'attendent que ça, en plus. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand j'en parle un peu autour de moi, c'est vraiment, et aux mecs que j'ai autour de moi, c'est vraiment, ah ouais, comment je fais pour y rentrer, quoi. Ah, purée. Ça me touche tellement. Ça me touche tellement parce que je trouve que, moi, j'œuvre pour des relations saines et équilibrées. Et tu sais, d'avoir travaillé longtemps avec, autour, pour des femmes, de voir leur empuissancement, leur reconnexion à qui elles sont, leur puissance, etc. C'est quoi la place de l'homme dans la relation? Donc, c'est pas une question de les gars, faites le job. C'est qu'est-ce qui est mis à disposition des hommes pour justement s'autoriser à être dans cette part de sensibilité, de vulnérabilité, de créativité aussi, et recréer un équilibre déjà intérieur. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur son équilibre personnel, sur cette unité, avant même de le vouloir dans un couple et dans une société, encore moins vu que clairement on est sur des codes de patriarcat. Donc on va commencer par soi et je pense ce qui est possible à faire. Je le vois de plus en plus, et en fait je trouve ça génial que les femmes se penchent sur ok, c'est très bien de sauver les femmes du patriarcat et il faut aussi sauver les hommes. J'ai un vrai questionnement par rapport à ça. C'est je trouve ça génial que les femmes aient dit à un moment donné non mais les mecs, vous occupez pas de nous sauver, on s'en occupe nous-mêmes, tu vois. Et en fait je me pose vraiment la question de à quel point ça aide les hommes que des femmes s'occupent d'eux. Parce que dans notre société, je crois que l'une des tares du patriarcat, c'est que les mecs se reposent beaucoup sur les femmes. Alors on a parlé beaucoup de charge mentale, on a parlé plein de trucs. Mais surtout, en fait, mon expérience, moi, c'est que j'ai eu une femme géniale qui a pourvu à tous les niveaux, qui a pris une place incroyable et gigantesque à mes côtés et qui m'a aidé, qui a été une vraie partenaire. Mais en fait, en faisant ça, elle m'a aussi empêché quelque part de m'occuper du problème et de m'occuper du sujet. Et je m'en rends compte d'autant plus que maintenant on est séparés, divorcés depuis 3 ans et demi, que j'ai dû me réapproprier globalement ma vie en fait qu'elle gérait auparavant. Et j'étais hyper confort. C'était génial pour moi. Franchement, j'ai pas eu besoin de faire le moindre effort. Et je sais que elle en a sans doute profité entre guillemets de cette place aussi parce que ça l'a valorisé quelque part au sein du couple, etc. Ouais. C'est évident. Et franchement, je lui en veux pas. C'est juste vraiment une vraie réflexion de faites gaffe entre guillemets les meufs quand vous voulez aider les hommes à pas reproduire le même schéma où en fait c'est super de prendre soin, mais je crois qu'en fait il faudrait aussi laisser les hommes entre eux prendre soin d'eux et en fait c'est vraiment un sujet qui me touche parce que je crois que les hommes ont besoin de se reconnecter aux hommes et en fait c'est super d'avoir des femmes qui veulent filer un coup de main, tu vois, et je vais pas critiquer ça, c'est juste faites attention en fait quand vous le faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, et est-ce que vous n'êtes pas en train d'empêcher les mecs de se sortir les doigts et d'y aller tout seul, quoi, et de s'en sortir par eux-mêmes. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, avant de lancer le podcast, je m'étais dit parce que j'accompagne des personnes en individuel et en effet c'est 85% de femmes. Bon, c'est normal, je pense que naturellement, j'ai une communauté féminine derrière, donc c'est un peu naturel. Et voilà, je pense qu'en accompagnement, quand on n'est pas au fond du trou, globalement, on trouve plus souvent des femmes. Et quand je me suis dit, je veux pouvoir œuvrer pour des relations saines et équilibrées, je suis tombée dans le pendant inverse en me disant, je veux accompagner des hommes. Alors déjà, t'es pas leur sauveuse. Deuxièmement, s'ils veulent pas, tu vas faire comment pour aller les chercher. Et c'est là qu'est né le podcast, où je me suis dit, la chose qui est en mon pouvoir, moi j'aime m'exprimer, j'aime écouter, j'aime parler, j'aime créer du lien, donc à soi, à l'autre. Je me suis dit, moi je vais juste semer des graines, tu vois. Je vais semer des graines, ce sera juste un espace de parole, mais mon rêve derrière, mon souhait,
c'est que la personne qui a passé en moyenne 50 minutes, 1 heure avec moi, se soit reconnectée un petit peu plus à qui elle est. Donc on parle de la personne, mais de cet homme, pour pouvoir le faire en fait autour de lui. Parce que seul, moi je veux avoir un impact sur le monde, je veux pas le changer. Changer, je me capte de sauveuse, etc. Ouais, bien sûr. Mais vraiment ce truc de, en tout cas, moi j'ai reçu ça comme un appel de mon cœur, tu vois, de faire ce projet-là, tout en donnant la responsabilité et l'indépendance aux gens, parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie, quoi. Mais je trouve ça très très juste que tu partages. Est-ce que ça veut dire aussi que pour toi, par exemple, des cercles de parole d'hommes doivent être forcément dispensés par un homme, en fait, pour rester vraiment en fraternité? Ouais. Ok. Je crois que les femmes ont beaucoup profité ces dernières années de la non-mixité. Ouais, tout à fait. Et en fait, je crois que la non-mixité est hyper importante à certains endroits, d'une manière ou d'une autre. Et typiquement, alors après, pour moi, en tout cas, le cercle d'hommes là dans lequel je suis serait pas du tout le même s'il y avait une femme. C'est évident. Tu vois, ça fait maintenant 6 ou 7 qu'on fait là. C'est sûr et certain qu'en fait, ça serait pas du tout la même chose, tu vois. Ouais. Et tant mieux, tu vois. Et après, ça veut pas dire que il faut pas qu'on retourne en mixité parfois, quoi. Mais c'est pas les mêmes cercles pour moi. Et en termes de profil de personnes qui vont dans ces cercles, est-ce que tu retrouves un type de profil? Écoute, là, en tout cas, dans ce cercle, c'est des mecs qui ont entre 30-35 et 60 ans. Ouais. Ce qui manque un peu, à mon sens, c'est vraiment vraiment des 15 ans. Ouais. Et des 20-30, tu vois. D'accord. Ouais. Et on a plutôt des 40, 50, 60 ans que des 30-40, si tu veux. Tu vois. D'accord. Ouais. Mais enfin, en tout cas, si je faisais un cercle, et je vais peut-être en faire un, tu vois, je crois que j'essaierais de faire un panel beaucoup plus large. Voilà. Mais ce serait tellement intéressant en plus d'avoir des ados qui se racontent, des jeunes professionnels, etc. Sachant qu'en plus, en numérologie, 27 ans, c'est la fin de 3 cycles de 9 ans. C'est la fin de la construction du nous, donc qui je suis par rapport à mes parents et par rapport aux autres. Et 27-54 ans, c'est la construction du je. C'est la construction individuelle. Donc, je trouve que cette tranche des 20-30 ans, justement, elle serait hyper intéressante aussi. Là où on les retrouve beaucoup plus chez les femmes. Un peu plus jeunes, tu vois, c'est un petit peu plus jeune chez les femmes. Bien sûr que c'est plus jeune chez les femmes. Parce que, on est plus rapide, c'est ça? Oui, et puis, en fait, pour moi, il y a aussi ce truc où vous êtes aussi beaucoup plus confrontés à la violence du patriarcat, en fait. Et ça abîme, et ça blesse, et ça tue, et ça, enfin, tu vois, et ça insulte, et ça humilie, et tout le patriarcat est horrible envers vous, en fait. Alors que les mecs, ils cruisent jusqu'à, alors, sauf cas exceptionnel, mais tu vois, moi, je n'ai connu aucun problème jusqu'à mes 40 ans, hein, tu vois, vraiment, j'étais là, t'inquiète frère, il y a aucun souci, j'y vais à fond la caisse. Alors, certes, je venais pas d'un milieu très favorisé, etc., mais en fait, j'avais réussi à m'en sortir par le haut, et après, j'étais sur une vague, quoi. Tu vois. Ouais, donc pourquoi se poser des questions quand il n'y a pas vraiment de problème, quoi, tu vois. Aucun problème. Et surtout, après, l'autre truc, c'est que je crois que le fait que, d'une manière générale, les femmes, on leur apprend plutôt à prendre soin et à prendre soin d'elles aussi, tu vois, mais ne serait-ce que médicalement, avec les rendez-vous chez la gynéco, dès que t'es gamine, en fait, on t'apprend à aller, quoi, alors que les mecs, avant d'aller montrer leurs boobs, faut vraiment y aller, quoi. Donc il y a un vrai problème, hein. Puis encore, c'est touchy. Et ils attendent, et souvent les mecs attendent d'aller dans le mur, en fait, tu vois, parce que il faut tanker, enfin, tu vois, hier je recevais un mec dans l'histoire de Daron, il dit, mais moi j'absorbe, en fait, moi mon job c'est d'absorber, et c'est d'absorber, ils ont connu une fausse couche, c'était très dur et tout, et en fait il dit, ma femme s'est effondrée, et moi j'absorbais. Je disais, à l'intérieur de toi, t'étais comment? J'étais effondré. C'est ça. Non mais c'est ça qui est dingue, quoi, c'est que oui, d'un point de vue extérieur, en effet, il y a une forme d'absorption, mais le corps, la mémoire du corps, tout est là, tout est stocké, tout ce qu'on vit, homme ou femme, tout ce qu'on vit, c'est à l'intérieur de toutes nos cellules, tous les mécanismes sont ancrés, ça sort d'une manière ou d'une autre parce que ça doit s'exprimer, quoi. C'est hyper intéressant. Et j'ai une autre question, Fabrice, c'est quoi ta mission par rapport à tout ce que tu fais?
c'est quoi ce qui t'anime? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que t'as monté tous ces podcasts? Pourquoi est-ce que t'as interviewé ces plus de 1500 personnes? Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, toi, de l'extérieur? Moi, ce que j'en dis? Moi, ce que je vois, c'est que je pense que t'as une très forte sensibilité à ton prochain, à l'humanité, que t'as un don pour ça, que t'es connecté très naturellement et pas besoin d'échanger énormément. Et moi, je me souviens du court message que je t'avais fait pour Histoire de Daron et t'avais senti, je pense. Donc, t'as ce truc-là. C'est un don pour moi. C'est un talent, plutôt un talent, parce qu'un don, on te l'a donné. Le talent, il vient de toi. C'est un talent, je dirais, que t'as aiguisé, parce que tu t'es autorisé aussi à te reconnecter à ça, que ça fait vachement de bien aux gens, qu'on n'a pas assez d'espace de parole, que les gens en parlent, mais ils sont pas forcément écoutés. Et je pense que tu te guéris de ce que toi t'as pas pu exprimer et tu permets aux autres de le faire. Et plus tu le fais, et plus ça touche en fait. Et ça vient, tu vois, j'aime bien dire semer des graines parce que c'est ça pour moi que ça fait, tu vois. Et la voix, elle guérit. La voix, c'est la vibration de l'âme. Donc quand on parle, il y a des choses qui se passent et moi, c'est ce que je perçois d'un point de vue extérieur. Écoute, merci. Ça me touche. Après, l'autre truc, tu vois, pour moi, il y a ce truc de tabou aussi, ce truc de tabou et d'injustice, en fait, tu vois, qui est dur pour moi. Et tu vois, par exemple, quand j'ai découvert mon rapport à l'argent, que j'ai découvert le rapport que j'avais à l'argent qui était tout pété, etc., j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte à quel point c'était un tabou pour tout le monde, et je me suis dit, un tabou, bien sûr. Très bien, trop bien, j'y vais, go. Et tu vois, Mademoiselle a beaucoup œuvré aussi pour la libération de la parole autour du sexe aussi. Je l'avais dans la tête. C'est bien, on est très connectés en fait. J'ai pas besoin de poser les questions, c'est cool. Tu vois, l'une de mes grandes fiertés avec Mademoiselle, c'est vraiment la rubrique sexo qui était, je trouve, géniale, où il y avait un franc-parler et une façon de dire les choses et d'appeler une bite et une chatte, tu vois, qui était cool. Et je sais à quel point en fait Mad a été précurseur en fait, tu vois, sur ce sujet-là et a aidé, notamment, tu vois, il y avait un forum où il y avait les plus jeunes qui venaient demander des conseils aux meufs un peu plus expérimentées, etc. Et donc il y avait aussi de la passation, il y avait de la transmission et il y avait aussi une forme de en fait, faites comme vous voulez, hein, tu vois, à un moment donné où ce qui est important, c'est ton plaisir à toi et ça, tu vois, je crois que c'est pareil, en fait, tu vois, j'avais un peu envie aussi de me dire, en fait, c'est quoi la société dans laquelle j'ai envie que mes filles grandissent, tu vois, et plutôt dans une société où elles seraient à l'aise avec leur plaisir et que ça serait cool, quoi, tu vois, pour elles. Mais ouais, le sexe, en fait, globalement, les tabous... de toute façon, argent et sexe, hein, je pense que c'est les deux plus gros tabous, et c'est aussi ce qui occupe le plus les pensées des gens. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est bien sûr. Tellement crazy, quoi. Quand tu le dis, tu te dis, ah ouais, quand même, l'humain est vraiment fucked up, quoi. C'est à quoi il pense le plus, c'est là où il vient mettre le plus la contraction dessus. Bien sûr. Donc, en effet, libérer la parole dessus, c'est déjà libérer l'énergie, libérer... s'autoriser. Enfin, il y a aussi une partie puis l'échange, le partage, tu vois, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast Histoire d'argent et qui viennent en parler autour d'eux parce que c'est un peu contagieux. Après, t'as envie d'en parler et en fait, ces gens-là finissent par venir écouter le podcast aussi. Ce que j'adore aussi, il y a un côté très vertueux, tu vois, où je me rends compte à quel point les gens qui viennent dans mon podcast, ils se sont nourris de ce que j'ai pu publier avant et ils viennent déposer en plus une petite pierre, si tu veux, donc pour construire une sorte de grands murs, de grandes maisons, de ce que vous voulez, bien sûr. Qui finit par alimenter toujours le reste des gens, quoi. Donc je trouve ça trop chouette. Ouais, non, c'est hyper. Enfin, en tout cas, moi, quand je les écoute, tes podcasts, c'est ça que ça me fait me dire. C'est déjà, on a tous une histoire à raconter. Il y a vraiment ce truc-là. On a tous une histoire à raconter. Il y a des personnes à qui j'ai proposé, tu vois, de venir sur le podcast et la réflexion que j'avais, c'était bon, je sais pas trop si j'ai un truc à raconter, tu vois. En fait, si. Parce que toi-même, t'es une œuvre d'art. Donc, toi-même, t'as quelque chose à raconter, t'as une identité propre, etc. C'est juste que peut-être la société nous fait croire certaines choses. En tout cas, nous dit, faut penser comme ça, comme ça, comme ça. Pour revenir à la sexualité, on en a beaucoup discuté avec un autre de mes invités. Et c'était trop cool de pouvoir parler, tu vois, de manière extrêmement libre et de se dire, ouais,
j'ai passé moi je vais parler en mon nom, j'ai passé beaucoup trop d'années à pas du tout être connectée à mon corps, à mes ressentis, à ce que j'avais le droit, à comment je pouvais le faire. Il y avait pas forcément autant d'informations aussi qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Et je me dis, je trouve ça chouette, tu vois, pour les générations qui arrivent, d'avoir des espaces où tu peux te renseigner. C'est pas le porno qui t'apprend ta sexualité, clairement pas. Et on sait qu'on a été éduqués là-dedans sur notre sexualité, mon Dieu, quoi. Et je trouve ça chouette d'entendre aussi des hommes, tu vois, qui se reconnectent au plaisir de la femme, à repenser différemment leur sexualité, et des femmes qui s'autorisent à se dire voilà, c'est ça mon plaisir, j'ai envie de ça, à ouvrir. Exactement. C'est ça, c'est les deux, tu vois. Et je vais boucler sur la notion des émotions, parce qu'on a commencé par les émotions. Il n'y a pas de sexualité sans intimité, en tout cas une sexualité épanouissante, à mon sens. Oui. Et l'intimité, c'est la connexion émotionnelle. Donc, si on va boucler parfaitement, parce que vraiment, si jamais il y avait des personnes qui se disaient, mais à quoi ça sert d'ouvrir les vannes? Pour une sexualité épanouie. Mais clairement. Mais clairement. L'autre truc aussi que j'ai appris, et notamment à travers la sexualité, c'est d'apprendre à recevoir. Et en tant que mec, on est plutôt éduqué à donner et à être dans l'action et à... tu vois, pour recapturer toute l'énergie masculine, c'est plutôt tu vas et tu fonces et t'avances, et en fait la performance, ta bite, ton phallus, raide, machin, etc. Là où l'énergie féminine, c'est plutôt tu vas recevoir, voilà, c'est plus dans la mou, douceur, plus liquide. Et en fait, l'un des trucs que j'ai appris ces 2-3 dernières années, c'est vraiment à me laisser aller, à recevoir, en fait. Et ça, et aussi bien dans la vie d'une manière générale, à me laisser à recevoir les émotions, à recevoir ce qui venait de l'extérieur. Tout à l'heure, je parlais des tels lasso, etc., à le recevoir correctement, mais aussi à recevoir ce que ma partenaire pouvait me donner, en fait. Tu vois. Mais c'est pareil, ça change tout, en fait, dans ton rapport à la sexualité. C'est-à-dire que, tu vois, de la même façon que je croyais qu'avant, j'étais ouvert aux émotions, et qu'en fait, plus j'ouvre, plus je me dis, ah mais non, en fait, avant, pas du tout. En fait, avant, j'avais l'impression que j'avais une sexualité épanouie. En fait, plus j'ouvre aussi sur la sexualité, plus je me rends compte que ça me fait découvrir on va dire des couches, tu vois, de plaisir et d'endorphines et d'hormones plein la gueule, etc., de tout ce qui se passe dans mon corps, dans l'intégralité de mon corps, de façon beaucoup plus forte. Et en fait, avant, j'avais l'impression d'avoir une sexualité épanouie. Maintenant, je la regarde avant et je me dis, finalement, pas tant que ça, quoi, mon gars. Et sans doute, encore une fois, dans 3 ans, ce sera encore différent, quoi. Ouais. Ce sera encore plus ouvert. Merci pour ce partage. Merci pour ton temps. Merci pour ta spontanéité et ta générosité d'une manière générale. Et continue sur ce que tu fais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu reçois exactement. Mais si tu recevais aussi.